Séance du Conseil ouverte. Je fais l'appel. Jean-Claude Husson, présent. Joanne Niemi, Jean-Michel Bruno, présent. Aurore Collin, présent. Joseph Deroff, présent. Brigitte Poincelin, présente. Daniel Vitura, présent. Véronique Papin, présent. Pierre Coupe, pouvoir à Carole Tingry, Janine Cohen, Marie-France Piriou, présent. Gilles Raveau, présent. Catherine Rogowski, pouvoir à Brigitte Poincelin, Alice Rividi, présent. Luc Dumais, présent. Stéphane Salvari, présent. Jean-Luc Alizon, présent. Pierre-Jean Aubertin, présent. Jean-Louis Barrault, présent. Lionel Horry, présent. Michel Bretagne, pouvoir à Lionel Horry, Carole Tingry, présent. Aline Riera, présent. Colette Ducastel, présent. Christian Hilléret, présent. Annie Lamotte, présent. Alain Vidril, présent. Bertrand Bruno, pouvoir à Christian Hilléret, Sandrine Zec, présente. Merci. Secrétaire de séance, Janine Cohen, que tout le monde est d'accord. Ça, c'est fait. Les informations, donc on a Claire Gavinet qui a souhaité quitter la collectivité, donc qui a rejoint une autre collectivité pour être proche de son mari qui est malade. Et puis donc nous avons l'arrivée de Chantal Tétillon aux affaires générales et de Sandrine Daligo qui est arrivée au service administratif, service technique, et qui est en train de faire une jointure avec Corinne Lenouaille, puisque Corinne partira en retraite fin janvier. Thomas Vantèche nous quitte également. Lui, c'est pour aller faire des études à Londres. C'est son choix, un choix de vie. Il souhaite retourner dans son métier d'origine, qui est l'hôtellerie. Je ne savais pas, on l'apprend à cette occasion. Donc, il était très content du travail fait chez nous, et c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on le voit évoluer, parce que c'est toujours comme ça qu'il faut voir les choses. Et puis je rappelle aussi les deux grands événements, il y en a d'autres, mais le Salon du Livre ce week-end, les 23 et 24 septembre, et puis le concert New Gospel Family le 7 octobre au Cratère. Et puis, pour ceux qui ont été désignés fin juin, vous vous souvenez que vous avez à rejoindre le camp de Satori pour élire, participer à l'élection sénatoriale. Les décisions, numéro 47, convention de mise à disposition de bâtiments communaux pour permettre l'accueil des travailleurs sociaux du département. Nous faisons à titre gratuit, ce sont différents travailleurs qui viennent à côté du CCS accueillir les Arnolfiens et pourquoi pas les habitants aux alentours. Décision numéro 48, marché de balayage. C'est un marché pour un montant de 27 237 € hors taxe par an, avec un balayage mécanisé pour 3 500 € et un balayage manuel de 1 250 € hors taxe par an. C'est un balayage, c'est un marché qui a été organisé par la commune de Saint-Arnoult avec près d'une dizaine de communes, 14 même communes aux alentours. Donc on a organisé le marché, chaque village s'est prononcé, donc on a mutualisé et on a bien évidemment pris le même prestataire. Donc ça fait la deuxième fois qu'on mutualise. La première mutualisation, je le rappelle, il y a un an, c'était avec la ville de Rambouillet pour tout ce qui est achat de fournitures, matériaux pour les services techniques. C'est la ville de Rambouillet qui avait géré le marché pour nous, et nous étions bien sûr associés à la décision. Cette fois-ci, c'est la ville de Saint-Arnoult qui a géré ce marché, en lien bien sûr et en associant toutes les autres communes. Décision numéro 49, convention entre le cinéma Le Cratère et Cultura Soculture pour la vente d'espaces publicitaires, pour un montant de 1 228 € de septembre à décembre 2017. Décision numéro 50, fixation du montant de la redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz 2016.
1128 € pour 2016. Ne me demandez pas pourquoi on le fait en 2017. Décision numéro 51, fixation du montant de la redevance pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz pour l'année 2017 pour un montant de 1129 €. Décision numéro 52, convention avec Air Liquide pour la mise à disposition de bouteilles de gaz industriel Arcal pour les services techniques de la commune, 216 € par an. Décision 53, fixation des tarifs de location de la salle Paul Verlaine à compter du 1er septembre 2017 pour 150 €, c'est gratuit pour les associations. Décision numéro 54, assurer la préservation des intérêts de la commune devant le TA de Versailles. Décision numéro 55, fixation des tarifs et de la redevance pour l'exploitation des marchés de Saint-Arnaud-en-Yvelines prenant effet au 1er septembre 2017 avec un droit de place, voire décision redevance, c'est 1362,77 € par an. Décision numéro 56, contrat de cession entre Master Music et la commune pour la représentation de New Gospel Family pour un montant de 3565,90 € TTC. Décision numéro 57, prix des places du concert New Gospel Family organisé par la commune pour un montant de 18, il y a deux tarifs, 18 et 12 €. Décision numéro 58, redevance d'occupation du domaine public pour les réseaux Enedis pour l'année 2016, 1514 €. Décision numéro 59, redevance d'occupation du domaine public des réseaux Enedis pour l'année 2017 pour 1522 €. Décision numéro 60, convention d'animation avec la maison Elsa Triolet sur le temps périscolaire pour 5400 €. Et décision numéro 61, convention d'animation sur le temps périscolaire avec Agnès Bordier pour 3871 €. Donc, premièrement, approbation du procès verbal du conseil municipal du 20 juin 2017. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Ducastel, Madame Lamotte, Monsieur Héléret, Monsieur Bruno, Monsieur Vidrine, Madame Zec. Qui est pour? Adopté à la majorité. Approbation du procès verbal du conseil municipal du 30 juin 2017. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je n'étais pas présent ce jour-là, mais il me semble qu'il y avait des élections sénatoriales et il me semble bizarre qu'il n'y ait pas au moins la liste des élus qui vont et des suppléants. Ça, c'est le deuxième conseil qui a eu lieu à 21h10. Il y a eu deux conseils en date du 30 juin. Voilà, j'ai pas la liste sous les yeux des sénatoriales, on peut les ressortir, mais ça c'est le deuxième conseil. L'autre ne fait pas l'objet d'un compte rendu, c'était géré par l'État. Toutes les communes de France avaient, enfin, il y a des élections sénatoriales avaient à. Oui, mais d'accord, on va quand même connaître la liste des gens. Il va le sortir si tu en as besoin, on peut la sortir, je peux te la lire. Pour tout le monde, enfin, je sais pas. Oui, j'ai bien compris, mais c'est pas ce conseil-là. Il y a donc est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Ducastel, Madame Lamotte, Monsieur Héléret, Monsieur Bruno, Monsieur Vidril, Madame Zec. Qui est pour? Qui ne participe pas au vote? Monsieur Aubertin. Délibération numéro 1, budget 2017, décision modificative numéro 4. Je donne la parole à Monsieur Deroff. Ok, c'est une décision modificative à la fois en tant que fonctionnement et en tant qu'investissement. Au niveau du fonctionnement, on a une décision modificative pour un total de 94 527 € et en investissement pour un montant total de 82 394 €. Alors si on regarde, vous avez un tableau avec les différentes modifications qui sont apportées. Au niveau des dépenses de fonctionnement, on a une régularisation des subventions de fonctionnement qui avaient été accordées à la fois au CCAS et au cinéma. En fait, on avait accordé trop au CCAS, donc on reprend 11 041,25 € et on n'avait pas accordé assez au cinéma pour 11 769,74 €. Donc ça nous quasiment
au chiffre près. Par ailleurs, on a en ligne 3, c'est une erreur d'affectation de compte, puisqu'on a moins 15 000 euros au compte 68 15 042 et plus 15 000 euros au compte 78 17 68. Ensuite, on a une somme relativement importante qui va être un virement à la section investissement pour 91 584 euros. Cette somme, ce virement à la section investissement vient du fait que, on verra tout à l'heure, au niveau des recettes, on a une recette importante qui est arrivée, je dirais, en cours d'année. Par ailleurs, au niveau des dépenses, on a encore 6 921,49 € qui sont des honoraires d'avocats auprès du tribunal administratif. Ensuite, ce sont des régularisations, je dirais, pour régulariser l'ensemble des comptes. Au niveau des recettes, on a une première recette de 3 000 euros. Cette recette de 3 000 euros, c'est la condamnation du pressing. Vous savez que le pressing, le tribunal, la cour d'appel a condamné le pressing, a prononcé l'expulsion du pressing et en même temps a condamné le pressing à nous verser la somme de 3 000 euros. Il faut qu'on affecte cette somme en recette au niveau du fonctionnement, même si on est quasiment certain qu'on ne la récupérera pas. Ensuite, c'est en ligne 2, on a, je dirais, ce sont des recettes de fonctionnement qui sont liées à des remboursements de frais par d'autres redevables pour 5 000 euros. On a également des remboursements sur la rémunération du personnel pour 8 980 euros. En fait, ce sont les remboursements par la caisse d'assurance lorsqu'on a le personnel qui est malade, notamment. Et puis, on a une subvention qui nous est versée par la CAF pour 59 000 euros. C'est lié au fait que désormais, l'ensemble des enfants des écoles, je dirais, sont suivis par du personnel qui est qualifié. Et à partir de là, la CAF nous a augmenté de façon très sensible la subvention qui nous est versée. En ligne 8, c'est une régularisation de la facture du SIAP qui date de 2014. Il y a eu une erreur de facturation pour 2660 euros. Et en ligne 6, c'est un complément de versement pour l'éclairage public pour 4 600 euros. Par ailleurs, on a aussi une recette de 10 387,80 euros qui correspond en fait à l'amortissement. On la verra en charge au niveau de l'investissement, parce que c'est l'amortissement de la subvention de la piste d'athlétisme. Voilà pour ce qui concerne le fonctionnement, donc un équilibre à 94 527, sachant que l'élément important, c'est le fait que ça permet de virer à l'investissement une somme de 91 584 euros. Alors, si on regarde les dépenses et recettes d'investissement, je dirais, on a essentiellement deux investissements nouveaux qui sont faits. On a d'une part le chauffage, la climatisation et le chauffage au niveau du cratère. On a une installation qui est morte, qui ne fonctionne plus, donc il faut faire les travaux. On a mis une somme de 45 000 euros. Bien entendu, il y aura un appel d'offres qui sera fait pour préciser la somme. Et on a également le chauffage de la ressourcerie pour 30 000 euros. Sachant que, bon, vous savez que la ressourcerie est installée depuis, je crois que c'est le mois de mai maintenant, si je ne me trompe pas. Ils ont fait des travaux pour remettre en état un petit peu le bâtiment, mais pour qu'il puisse continuer à fonctionner pendant l'hiver, bien entendu, il faut que le chauffage soit installé. Donc on a prévu 30 000 euros. Et dernière dépense au niveau de l'investissement, c'est l'amortissement de la subvention de la piste d'athlétisme pour 10 337 euros. Donc en face, on a une diminution au niveau des recettes, une diminution des recettes de 15 000 euros. C'était la régularisation de provision pour risque de loyer. Et puis comme recette, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le virement de la section fonctionnement pour 91 584 euros. On a également une subvention en provenance de la Fondation du patrimoine pour le Moulin Neuf,
4 800 € et une subvention de TNI par Rambouillet Territoire pour 1 010 €, l'ensemble s'équilibrant à 82 394 € pour ce qui concerne les investissements. Voilà pour ce qui concerne cette décision modificative numéro 4. Si vous avez des questions, là pour y répondre. Jean-Luc Alison. Sur le sujet du pressing, vous disiez que j'allais poser la question. Oui, donc on en a parlé effectivement en commission des finances. Il y a pas mal de bruit qui circule à l'heure actuelle. Et puis, je sais qu'il y a un article de journal et une position qui est arrivée à porter à démentir. Est-ce qu'on peut repréciser la somme exacte que doit le gérant parce qu'on a parlé de la condamnation de 3 000 €, donc de 3 000 €, mais il a aussi un arriéré de loyer qu'il n'a jamais payé. Est-ce qu'on peut confirmer le montant exact qu'il doit la... Exact, je ne l'ai pas, moi. Vas-y, Jean-Michel. Oui, alors, de mémoire, les loyers sont impayés depuis, sauf deux mois, sont impayés depuis octobre 2013. Depuis octobre 2013. Le total dû à la mairie et de l'ordre est de 55 000 € et quelques. En net, moins ce qu'il a payé, c'est la dette qui reste, la dette nette de 53 000 €. Il y a par ailleurs des dettes aussi à l'égard du FIEP, mais qui sont beaucoup plus récentes et pour des montants beaucoup plus faibles. Voilà. Donc ça fait effectivement 4 ans, ça va faire 4 ans maintenant en octobre que les dettes ne sont pas payées. Que les loyers ne sont pas payés. Début, si je comprends bien. Comment? Il n'avait payé qu'au début, si je comprends bien. Il a payé un mois dans le dernier trimestre 2013. Il a payé un mois, enfin à peu près à 1 000 €, pardon, on ne va pas citer le chiffre, en début d'année 2017. D'accord, parce que j'avais lu dans l'article de journal, quand vous l'avez sans doute tous... Mais l'article de journal, ils n'ont pas consulté. Ah, attendez, mais bon, je sais que Jean-Claude a apporté un démenti, mais moi je voulais simplement savoir quelle était la vérité. Donc, il était dit dans l'article de journal, enfin c'est le gérant qui dit qu'il avait commencé à entamer un étalement de sa dette et payer au niveau de la collectivité. Moi, en tant que chef d'entreprise, s'il y a des difficultés financières, je suis assez favorable à ce qu'on discute. On est bien d'accord, mais là on est sur de la politique fiction. C'est ça, c'est la confirmation que je voulais avoir. Voilà. Je vais juste te dire qu'il y a une question écrite auquel je répondrai au moment venu, mais en général, les impayés au-delà d'un certain montant, ça correspond à des avantages indus qui font obstacle à deux principes, la liberté du commerce et de l'industrie, le Chapelier de 1791 que tout le monde connaît, et puis par ailleurs, à l'égalité de tous devant la loi, l'égalité des citoyens devant la loi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas privilégier telle ou telle personne, c'est absolument une situation invivable par rapport à... Et de plus, ça correspond à des modalités d'intervention économique des collectivités locales et en particulier des communes qui sont totalement interdites désormais. Même s'il y a eu des facilités dans le temps jurisprudentiel avant la loi de 82 et la loi de 2008 et 2015, la loi de... Voilà. Là-dessus, je pourrais vous faire un cours sur l'intervention économique des collectivités locales. C'est un peu une spécialité dans le domaine. J'étais longtemps dans les fonctions antérieures, correspondant de la DATAR comme préfet développeur, ou après chargé des reconversions. C'est vrai que pour connaître le montant est quand même extrêmement important. Si on paye 2 ou 3 mois de loyer sur 4 ans, ça représente environ 7 à 8 € par Arnolfien en fait. Donc, c'est sûr que c'est pas léger. C'est plus possible, les interventions en faveur. Il y a eu des interventions possibles à un moment en faveur des commerces en milieu rural. Ceci a été supprimé. Il y a eu après des jurisprudences qui se développaient sur le dernier commerce. Alors les seuls cas d'intervention en faveur de certains types de commerces, ils sont récents relativement, c'est ceux en faveur des activités cinématographiques et ceux en ce qui concerne les activités de soins et notamment la pérennisation d'un certain niveau de soins médicaux et notamment la création de maisons de santé, etc. C'est des cas tout à fait particuliers et relativement récents. Très bien, merci pour ces réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Monsieur Vidril. Vous avez parlé de la ressourcerie et d'un chantier de chauffage. Oui. Pouvez nous dire quel type de chauffage vous avez fait installer? Il n'y a pas de chauffage installé. Je dirais, on vote une somme pour installer le chauffage, il va y avoir un appel d'offres et en fonction des réponses. Vous avez une idée du type de chauffage que vous allez mettre? C'est les chauffages, comment ils appellent par l'énergie. C'est un radiant au gaz ou quelque chose comme ça. Et tous les autres travaux ont été faits par les personnes qui
Tout à fait. du commerce. Non, 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 il y a encore l'électricité à mettre en place, il y a un certain nombre de choses. Donc tout ça, on va faire le point. C'est-à-dire qu'on était jusqu'à présent sur une période d'essai qui se termine à la fin de l'année. On va faire le point avec la ressourcerie. De toute façon, on va repasser ça en conseil, parce que je souhaite qu'on passe en conseil la discussion de la ressourcerie. On était vraiment sur une opération test, et donc on va regarder tous ces aspects-là. Oui, parce qu'il me semble que historiquement, le réseau électrique est vétuste. Oui, oui, les inspecteurs ont été installés par la commune, mais effectivement, on va regarder tous ces aspects-là et tout mettre sur la table pour qu'on soit bien clair sur combien de temps. Il n'y a plus d'amiante Avec l'isolation qui va suivre. Non, il n'y a Il y avait de pas l'amiante que ce... Je crois pas, mais on va voir. Il y avait de l'amiante. Il y a des... À l'époque, il doit y en avoir. C'est-à-dire que si ça se démonte, il faut en faire attention. Non, ça doit être... Non, je sais pas, je crois pas. On va regarder ça. S'il y a chauffage, il y a parallèlement l'isolation, je suppose. Oui, c'est dans les discussions, de toute façon. L'isolation de la toiture. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Ducastel, Madame Lamotte, Monsieur Vidril, Monsieur Bertrand Bruno, Monsieur Hilléret et Madame Zec. Qui est pour? Adopté à la majorité. Note de synthèse numéro 2. Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance statutaire du Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de la région Île-de-France. Il est rappelé au Conseil municipal que le contrat groupe d'assurance statutaire du Centre interdépartemental de gestion garantit les collectivités territoriales adhérentes contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires, maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, accident de service. Le contrat groupe regroupe aujourd'hui près de 600 collectivités. Il est conclu pour une durée de 4 ans et celui que nous avions en cours arrivera à échéance le 31 décembre 2018. Encore un peu plus d'1 an. Le CIG a néanmoins entamé une procédure de renégociation de son contrat selon les règles de la commande publique. Selon les prescriptions de l'article 42 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 25 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, le CIG a choisi la procédure concurrentielle avec négociation. La commune de Saint-Arnaud-en-Yvelines, soumise à l'obligation de mise en concurrence de ses contrats d'assurance, peut se rallier à la mise en concurrence effectuée par le CIG. La mission alors confiée au CIG doit être officialisée par une délibération permettant à la collectivité d'éviter de conduire sa propre consultation d'assurance. Ainsi, la procédure de consultation conduite par le CIG comprendra 2 garanties. Une garantie pour les agents relevant de l'IRCANTEC, stagiaires ou titulaires à temps non complet, ou non titulaires de droit public, et une garantie pour les agents relevant de la CNR-ACL. La collectivité garde le choix de souscrire l'une ou l'autre des garanties, ou les deux. S'agissant des garanties pour les agents relevant de la CNR-ACL, une tranche ferme pour les collectivités de moins de 30 agents, autant de tranches conditionnelles nominatives que de collectivités de plus de 30 agents. La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe. Statistiques, assistante juridique, programme de soutien psychologique. Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la commune de Saint-Arnaud-en-Yvelines avant adhésion définitive au contrat groupe. Le but, c'est de rejoindre la procédure de marché. Le choix pour nous d'adhérer définitivement viendra ensuite. À noter bien entendu que toutes les collectivités à l'issue de la consultation garderont, c'est ce que je disais, la faculté d'adhérer ou non. La commune de Saint-Arnaud-en-Yvelines adhérant au contrat groupe en cours, dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2018, et compte tenu de l'intérêt d'une consultation groupée, il est proposé au conseil municipal de se rallier à nouveau à la procédure engagée par le CIG en intégrant le personnel communal ainsi que celui du CCAS. Vous êtes priés d'en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Note de synthèse numéro 3.
il est rappelé, ressources humaines, création de postes, il est rappelé au conseil municipal que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique. C'est un rappel, mais on crée et ensuite, pour supprimer, il faut attendre un avis du comité technique. C'est pour ça que ça se fait toujours en 2 fois. Donc ne vous inquiétez pas, évidemment, il n'y a pas de création pure, il y a des évolutions de grades. Les grades, donc la délibération doit préciser les grades correspondant à l'emploi créé, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. Il s'agit d'un emploi de non-titulaire créé en application du 5e et du 6e alinéa de l'article 3 de la loi précitée. Aussi, afin de nommer les agents ayant réussi leur concours interne et ou leur examen professionnel, il est proposé de procéder à la création des postes suivants. 2 postes d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet et 1 poste d'attaché principal à temps complet. Par ailleurs, afin d'organiser la passation des dossiers dans le cadre du prochain départ à la retraite de l'un de nos agents et de garantir ainsi la transmission du savoir et des compétences, il est proposé de procéder à la création du poste suivant dès septembre. 1er poste, 1 poste d'adjoint administratif à temps complet. Vous êtes priés d'en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Note de synthèse numéro 4. Création de 4 emplois de non-titulaires à temps non complet pour accroissement temporaire d'activité pour la filière animation. Il est rappelé au conseil municipal que, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Compte tenu des besoins occasionnels de la collectivité, il vous est proposé de procéder à la création de 4 emplois non permanents à temps non complet pour une quotité horaire de 8/35e en qualité d'adjoint d'animation de grade C non titulaire, en raison d'un accroissement temporaire d'activité dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi numéro 84/53 et qui correspond à l'accroissement des effectifs pendant la pause méridienne. Il est précisé que le niveau de rémunération des agents non titulaires ainsi recrutés sera déterminé par référence à l'échelle indiciaire des emplois statutaires équivalents, à l'échelon 1. Au 1er janvier 2017, la rémunération de l'emploi créé est fixée sur la base de l'indice brut 347. Elle sera réactualisée en fonction de l'évolution des textes réglementaires. Vous êtes priés d'en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Oui. Ça correspond à quoi exactement en fait, Tout simplement, on a une augmentation de la présence des enfants le midi, à la pause méridienne. Et donc, on doit recruter des animateurs pour satisfaire au taux d'encadrement. Voilà, c'est tout simplement ça. Globalement au niveau de toutes les écoles. Oui, je n'ai pas le oui, au détail, niveau tu de peux me toutes dire les ça, écoles, ouais. mais c'est essentiellement sur les élémentaires. À titre d'exemple, il y a 228 inscrits à l'élémentaire Guillermont. Ouais. Aujourd'hui, c'était 208 à manger. D'accord. Donc il y on a n'avait pas ce taux de... Ouais, c'est-à-dire qu'il faut quand même plus d'animateurs et il faut qu'on documente. Non mais l'année dernière, on n'avait pas autant. Il y avait moins d'enfants qui mangeaient à la cantine. Donc c'est 3 à Guillermont et 1 à Camescas. Pour être... J'étais à un colloque sur la restauration scolaire la semaine dernière avec des équipes périscolaires d'Île-de-France dans le cadre de l'association des maires d'Île-de-France. Certaines communes qui sont repassées à 4 jours se sont aperçues qu'elles n'étaient plus financées à 50 € par enfant. Donc elles se débrouilleront pour assumer leur temps périscolaire, mais elles se sont aperçues qu'elles ne faisant plus les nappes, le PEDT, le projet d'établissement qu'elles avaient n'était plus valable.
Et donc, il fallait qu'ils repassent. Certains, notamment en Essonne, on leur demande de repasser au taux d'encadrement du niveau habituel. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, je ne sais plus combien, c'est 10-14, ils doivent repasser à 14, non, c'est le contraire, 14-18 enfants par animateur, ils doivent repasser à 10-14 enfants par animateur. Donc c'est le double effet qui se coule de ceux qui se sont pressés fin juin pour repasser à 4 jours. Dans notre cas, nous prenons le temps. Nous allons travailler avec le comité de pilotage pour voir comment on s'organise pour l'année prochaine, sachant qu'il faudra aussi qu'on soit attentif aux décisions du gouvernement qui est susceptible, lui, dans le courant de l'année, d'avoir des idées sur le sujet concernant le temps de l'enfant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Note de synthèse numéro 5. Programme départemental 2016-2019 d'aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie. Je donne la parole à Madame Niemi. Alors, par délibération en date du 18 novembre 2016, le Conseil départemental a approuvé des Yvelines a approuvé le programme 2016-2019 d'aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie. Ce programme consiste à aider les communes pour la réalisation des travaux sur les structures de la voirie communale, chaussées, trottoirs, éclairage public. Dans ce cadre, la commune de Saint-Arnaud a décidé de présenter un dossier de demande de subvention pour effectuer l'aménagement des voiries sur diverses voies communales, rue de la Chapelle Saint-Fiacre pour un montant de 8 000 et quelques euros, ruelle Triquedame pour un montant de 11 000 euros, rue des Écuries pour un montant de 8 000 euros, rue des Chatras pour un montant de 40 000, rue de la Mare Noire pour un montant de 6 000. C'est les travaux qui avaient été présentés en budget supplémentaire dans le détail. Le montant total des travaux s'élève à 74 000. Le montant de la subvention versée par le conseil départemental est de 49,94% du coût de ces travaux subventionnables, soit 36 000 euros. Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter du conseil départemental des Yvelines une subvention au taux maximum au titre des travaux d'aménagement de voirie ainsi listés. Vous êtes priés d'en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Note de synthèse numéro 6. Acceptation de l'offre de concours de l'Union sportive de Saint-Arnaud-en-Yvelines dans le cadre de la construction d'une salle omnisport. Je donne la parole à Madame Poincelin. Le conseil municipal est informé que la commune a pour projet la création d'une maison des jeunes, de la culture et des sports à implanter dans l'enceinte du complexe sportif 51 rue de Nuisement à Saint-Arnaud. Cette nouvelle structure comprendrait, entre autres, une salle omnisport pour répondre aux besoins des sportifs arnolfiens. Le conseil est informé que la création d'une maison des jeunes et d'une salle culturelle est également envisagée. Les discussions sur la définition des caractéristiques des différentes structures ont lieu au sein des différentes commissions. L'Union sportive de Saint-Arnaud-en-Yvelines, club omnisport historique créé en 1954, qui par l'importance de ses activités en direction de la population, remplit dans la commune de Saint-Arnoux une véritable mission d'intérêt général sur le plan sportif, souhaite s'impliquer dans la réalisation de ce nouvel équipement en aidant la commune à faire aboutir ce projet. Dans ce cadre, le bureau et le comité directeur de l'USSA ont validé le 7 septembre 2017, sous réserve d'une confirmation par un vote de l'Assemblée générale extraordinaire, la participation de l'USSA au projet de la salle omnisport via une participation financière à hauteur de 200 000 euros sous forme d'offre de concours, à quoi vient s'ajouter l'acceptation par l'USSA d'une diminution de 20 000 euros du montant de sa demande de subvention de fonctionnement municipal annuel auprès de la commune durant 15 ans à compter de la réception des travaux. L'attribution de la subvention relevant toutefois du pouvoir discrétionnaire et souverain du conseil municipal. Pour information, l'offre de concours est l'engagement d'une personne publique ou privée à apporter une contribution matérielle, financière ou en nature à des travaux publics auxquels elle attache de l'intérêt. Elle ne s'applique que lorsqu'une personne publique est partie prenante de l'opération en tant que bénéficiaire. Il est précisé que si la commune abandonne le projet de salle omnisport, l'offre de concours est caduque.
En conséquence, il convient de conclure une convention définissant le montant et les conditions de mise en œuvre du concours financier apporté par l'association USSA et d'accepter cette offre de concours. Vous êtes priés d'en délibérer. Il y a des questions. Monsieur Léret? Oui, je suppose que le USSA n'a pas pris une décision sans avoir le dossier du projet. Je pense qu'ils n'ont pas versé de l'argent, ils veulent pas verser de l'argent sans connaître le dossier. Et nous, à ce stade, nous, opposition, toujours, on n'a aucun dossier. Donc, je pense qu'il aurait été bon qu'on ait le dossier avant, même si le dossier est provisoire, pour qu'on puisse savoir à quoi vont servir les 200 000, comment le dossier va se présenter. Comme d'habitude, on arrive là, on n'a aucun dossier, alors que en commission, il y a un dossier qui existe. J'estime qu'on aurait pu avoir connaissance du dossier ce soir pour se prononcer. Je suppose que l'USSA s'est prononcé sur le dossier. Hein, c'est normal, pour moi ça semble logique. Dans le dossier quand même qui a été présenté en commission, il y a... c'est un investissement quand même de 3 millions. Je pense que ça nécessite quand même une réflexion de tous au conseil municipal. On ne va pas voter comme ça. Et donc, dans ce dossier-là, il n'y a aucune étude sur la nécessité de cet investissement. Il n'y a pas d'étude sur l'impact foncier. Il n'y a pas d'étude sur l'impact de la circulation. Et surtout, aucune étude financière digne de ce nom. Comment sera financé cet investissement? La commune a-t-elle la capacité financière de ce financement? Pas d'impact sur la dette et les finances de notre commune. Aucune visibilité sur 15 ans. Quel sera l'impact sur les impôts payés par les Arnolfiens? On peut se poser la question. Qui nous garantit, il y a une clause que 20 000 € par an seront en moins versés par la commune en subvention. Qui nous garantit que cette somme-là sera, ça va rester dans l'avenir sur 15 ans? Personne ne sait le nombre d'adhérents à l'USSA. J'espère qu'avec 20 000 de moins, ils vont s'en sortir. Mais alors, on payait 20 000 de trop depuis plusieurs années. Alors, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et monsieur le maire, vous nous avez toujours dit que les associations ne devaient pas avoir de trésor de guerre, entre guillemets. Hein, certaines associations, on leur a même piqué. Donc, je me rends compte qu'il y a certaines associations qui sont bien gérées et qui ont quand même un matelas. C'est de l'argent qui provient des subventions de la commune, en partie. Il y a la bonne gestion aussi. En petite partie, vous avez des adhésions quand même, oui. Les activités. Hein, donc, moi, dans l'état actuel des choses, moi je ne vois pas. En plus, dans le financement, il y a beaucoup de subventions. Alors, vous nous déclarez presque tous les jours que l'État se désengage des collectivités et vous pensez que tout va être financé par des subventions. Moi, où est l'erreur? Moi, je ne comprends pas. Là, il y a deux choses qui ne vont pas ensemble. Hein. Moi, je pense que ce vote est prématuré. Déjà, attendons que l'Assemblée générale se prononce et après, qu'on nous présente le dossier. Et à ce moment-là, il n'y a pas de souci. On est pour cette salle-là. On est pour votre investissement. Mais on a besoin... Il y a un seul dossier que vous nous avez associé, c'est la circulation. Et on s'est entendu, il n'y a pas eu de problème. Et là, vous recommencez encore à nous mettre sur le côté pour un dossier d'investissement de 3 millions d'euros. Moi, on est scandalisé encore. Comprenez-nous. Vous-même, quand il y a eu le plan de circulation, vous avez dit c'est très bien, on s'est entendu, ça a été très bien. La preuve qu'on peut s'entendre. Pourquoi pas nous associer dès le départ? On nous cache, on le passe en commission, mais on ne le passe pas en conseil, on le passe à l'USSA, mais on ne le passe pas en conseil. Là, on est complètement... c'est un principe. Puis en commission, on ne peut pas non plus dire que le dossier était hyper précis non plus. On nous a parlé d'une étude de besoins sur ce que voulait la jeunesse, etc.
l'étude, on n'en a pas vu la couleur, on nous a parlé de questionnaires, de 213 questionnaires qui sont revenus, on ne sait pas ce qui se dit dans ces questionnaires, quelles étaient les questions posées aux jeunes, qu'est-ce que les jeunes ont répondu à ces questions, enfin, ce projet, il a été présenté certes, mais dans ses grandes lignes, quoi. En termes d'études, on ne peut pas dire qu'on a des informations précises pour pouvoir juger, savoir si ça vaut le coup ou pas de se lancer dans Vous avez parfaitement raison. Projet. Vous avez parfaitement raison. Voilà. Oui. Voilà, vous avez parfaitement raison, parce que l'objet de ce soir n'est pas de voter un projet. L'objet de ce soir, si vous permettez, M. Hilleret, ce n'est pas de voter un investissement sur un projet de 3 millions d'euros. Ça n'a jamais été présenté comme cela en commission. Il a été présenté en commission finance le projet de convention entre la commune et l'Union sportive de Saint-Arnoux. Vous avez le projet, c'est une offre de concours qui est bien évidemment annexée à la délibération, et l'objet de ce soir, c'est seulement ça. Bien évidemment, on ne peut pas parler de cette offre de concours sans parler des perspectives et de ce que l'on souhaite faire sur la commune. C'est ce qui a été fait en commission des sports et de la vie associative de manière approchante, puisque l'objet lors de cette commission n'était pas de décider du projet, puisqu'on ne discutait pas du projet, on discutait des perspectives. D'ailleurs, je viens d'interroger mon collègue Gaël Cargouache. Dans la délibération, je propose de modifier vu l'avis par vu la présentation, puisqu'il n'y a pas eu de vote en commission des sports et de la vie associative, puisqu'il n'y a pas eu de présentation de projet, je vous le reconfirme. Ce qui a été dit en commission, et vous avez déjà beaucoup de détails, notamment sur les perspectives de subventions que l'on espère obtenir. Si on reste sur la salle omnisport, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse ici, sur la salle omnisport, on est sur un investissement d'1,5 million, avec une possibilité de financement du département de 500 000 euros, ça a été dit dans les deux commissions, et une participation de l'Union sportive sous différentes formes qui équivaut à, dans la durée, 500 000 euros. C'est-à-dire que les 2 tiers de la somme de la salle omnisport seraient financés par des partenaires. Je laisse de côté le remboursement de la TVA, puisqu'on est sur le hors-taxe là. Mais la commune n'aurait à financer qu'un tiers de l'investissement. C'est déjà une très bonne perspective. Je n'ai pas mis là, et pourtant ça a été vu aussi en commission des sports et de la vie associative, je n'ai pas mis là la part de la région dans les subventions qui peuvent être apportées. Donc c'est un très bon financement qui s'offre à nous. La question, c'est est-ce qu'on veut profiter de l'occasion ou pas. Je redis pour les conseillers qui n'étaient pas dans aucune des deux commissions, parce que c'est important, les discussions avec l'USSA ont démarré il y a 1 an sur ce sujet, sur la possibilité pour l'USSA de venir participer au financement de la salle omnisport. La salle omnisport, son besoin, il est connu depuis longtemps, hein, au moins depuis septembre 2005 et même avant. Ce n'est pas un besoin nouveau pour qui suit la vie de notre collectivité. Pourquoi j'ai sollicité le président de l'Union sportive il y a 1 an en lui disant, tu sais, l'histoire de notre commune, et l'histoire c'est pas rien, dire l'histoire c'est pas simplement s'amuser, c'est en tirer des conclusions pour l'avenir. Et l'histoire de l'Union sportive et du complexe sportif montre que l'évolution de ce complexe sportif s'est fait avec les sportifs. Ce sont des bénévoles qui ont créé le terrain de foot en aplanissant un champ à l'endroit où se trouve le terrain synthétique aujourd'hui. Si on va de manière plus proche, c'est un cofinancement de l'USSA avec la mairie qui a permis d'étendre le gymnase à la partie salle de gymnastique et l'extension de la partie salle de musculation en dessous. C'est un cofinancement qui l'a permis. J'étais au bureau de l'USSA au début des années 2000, on finissait le remboursement des cours couverts de tennis
cofinancé mairie, USSA. Donc l'histoire nous montre que c'est main dans la main que l'association historique sur Saint-Arnoux et la commune ont réussi à faire évoluer ce complexe sportif. On connaît aussi tous la maison du USSA, qui est quelque chose installé par des bénévoles. Et donc c'est dans cette perspective qu'a été réfléchie la possibilité d'avoir une aide de l'USSA pour construire cette salle omnisport dont ils ont besoin. Et c'est l'objet de ce soir, c'est d'accepter ou non l'aide de l'Union sportive pour un montant de 200 000 € qui seront inversés au démarrage des travaux et sous forme de réduction de 20 000 € sur leur subvention. Vous m'avez interrogé sur la pérennité de ces 20 000 €. C'est marqué dans la convention de manière très claire et ça a été dit en commission des sports et de la vie associative. C'est le conseil municipal de toute façon, à tout moment, reste souverain, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc c'est affaire de confiance et il y a eu un moment où l'USSA demandait des contreparties à ce financement. Dans le cadre, et c'est juridique, dans le cadre d'une offre de concours, il ne peut pas y avoir de contrepartie. C'est-à-dire que l'Union sportive non seulement accepte l'aide d'aider la commune à construire cette salle omnisport, mais elle accepte de le faire sans aucune contrepartie. Elle le fait dans l'intérêt général, parce qu'elle sait bien que c'est dans l'intérêt général du sport à Saint-Arnoux qu'elle le fait. Mais elle le fait sans contrepartie, et on aura ensuite à construire cette salle. Vient ensuite le plus grand projet dont vous avez parlé pour 3 millions d'euros, salle, maison des jeunes et puis salle de la culture. Effectivement, le projet a été présenté, discuté brièvement, mais le projet a pas été présenté. C'est vrai qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de détails. Actuellement, un programmiste est en train de travailler là-dessus et ça va venir. Ça n'empêche pas de faire le vote ce soir, parce qu'on peut très bien... tout va dépendre du choix du département et de la région. Si le département et la région décident de ne pas financer, il ne se passera rien. Point. C'est tout. Le risque est nul. Hormis un peu d'études, le risque est nul. Si le département finance uniquement la salle omnisport et la région aussi, on pourra faire la salle omnisport, on ne pourra pas faire le reste. Si ils financent les trois, et vous avez vu les niveaux de financement pour les trois, ils sont quand même très intéressants, eh bien on pourra faire les trois, mais c'est l'objectif de faire les trois, parce qu'il y a un besoin pour la commune. Aujourd'hui, on a une offre pour les jeunes, mais on aura l'occasion de revenir sur ce projet encore. C'est pas l'objet de ce soir, de discuter de ce projet, c'est pas du tout le point. Dès le mois d'octobre et les mois suivants, on aura à discuter de ce projet en commission et en conseil municipal. Pour les jeunes, nous avons le club 11-15, mais nous n'avons aucune offre au-delà de 15 ans. Donc l'objectif, c'est d'avoir une structure qui accueille nos jeunes de 16 à 25 ans, parce que c'est ce qui manque dans notre commune. Mais ça va venir ensuite au mois d'octobre. L'idée, c'est d'avoir un package, soit un bâtiment unique, soit 3 bâtiments, j'en sais rien du tout, ce qui va se faire. Ça fera partie des réflexions, mais d'avoir une maison des jeunes et une maison de la culture, c'est-à-dire une salle essentiellement avec une centaine de places qui permettent des représentations, des assemblées générales et qui fassent aussi vivre la culture à Saint-Arnoux, qui est déjà vivante, mais qu'il faut continuer à renforcer. Donc les idées sont là et on va avancer étape par étape, petit à petit. La première étape, c'est ce soir, c'est accepter l'offre de concours de l'Union sportive pour la réalisation d'une salle omnisport, sachant que si cette salle ne se fait pas, bien cette offre de concours devient de fait caduque. Voilà. Oui. Dans la convention que nous allons voter ce soir, l'article 4 me gêne, c'est-à-dire l'obligation des parties. L'USSA s'engage à verser à la commune de Saint-Arnoux-en-Yvelines la somme telle qu'elle résulte des modalités de calcul définies à l'article 2 de la présente convention. Ça, c'est très bien. La commune s'engage à réaliser les travaux de construction de la salle omnisport qui comprend une salle de 44 mètres de long sur 32 mètres de large et 9 mètres de hauteur, ainsi que les équipements y afférents. Donc, on s'engage par la convention à faire une salle. Ah bah oui, il donne pas d'argent. Quand on va voter ça, oui, on s'engage à faire une salle. Il faut voir l'article 6 aussi. Oui. Ah, mais on s'engage, c'est une convention, on s'engage. Eux vont nous verser 200. Et nous, vous avez lu l'article 6 ? Oui.
Lisez-le. Oui. Caducité de la convention. En cas d'abandon. En cas d'abandon. Du projet par la commune, la subvention ne sera pas versée par l'USSA. Donc ça devient caduc. Donc on est toujours à la décision. C'est juste pour... Enfin, faut le prendre dans le sens où l'offre de concours de l'USSA, c'est pour une salle omnisport et ce n'est pas... Évidemment, il y a quand même un objet pour servir l'intérêt général. S'ils avaient voulu un dojo, on aurait fait un dojo. Une salle de tennis de table, on aurait fait une salle de tennis de table plus particulièrement. Là, c'est une salle omnisport. Il faut quand même décrire un peu l'objet, sinon... On n'est pas contre cet investissement, contre ce projet, mais on trouve que c'est prématuré. Ça aurait pu attendre un mois, qu'on ait un peu plus de réflexion sur ce dossier-là. Ce n'était pas urgent à ce point-là que l'USSA paie les 200 000. Voyons, c'était pas... On aurait pu attendre, pour nous c'est prématuré. On aurait aimé avoir un peu plus Voilà, c'est tout, on nous prend là. On a eu nombre de discussions dans nombre de conseils municipaux. Vous savez très bien que si on n'initie pas quelque chose, on est toujours en train d'attendre que le département, la région décide. Il faut avancer. Voilà. Il n'y a strictement aucun risque, mais c'est sur le principe l'acceptation de l'offre de concours de l'USSA. Un des points aussi qu'il faut peut-être souligner, c'est que les salles sont surexploitées et ça dégagera aussi des créneaux pour les écoles sur cette projet. On n'est pas contre le projet, mais on trouve que c'est prématuré. On voudrait en connaître un peu plus avant de voter ça. C'est simplement ça. C'est tout. On nous présente ça aujourd'hui. À la commission. La proportion aussi dans le fait qui profite de ces salles, parce qu'on a la réputation à l'extérieur d'être vraiment pas cher, on vient cette année pour faire du sport, parce que c'est pas cher par rapport à un oui, ça c'est vrai. Si on finance des bâtiments pour les gens de l'extérieur. Le SSA estime qu'ils auront plus de licenciés également, donc c'est aussi une autre rentrée d'argent qui permettrait de compenser en partie dans une intervention. Je pense que c'est pas un mauvais calcul pour la famille. D'accord, mais on est beaucoup moins cher. Alors pourquoi un salaire Ça ne dérange pas, on va bien financer la piscine. Ça vient de l'Essonne. 18 millions. Voilà. Non, on aurait pu attendre déjà pas pour profiter. L'USSA prenne sa délibération qui est dans 2 jours. Oui, pardon. On aurait pu attendre que l'AG soit passé. On a l'impression qu'on est en train de forcer la main. Moi, non, on ne force pas la main. C'est ça, délibérer dans 2 jours. Oui, mais il y a une question de timing aussi pour nous. Il faut avancer, donc on avance. Vous savez qu'aussi qu'on a l'habitude de voter notre budget en novembre-décembre, donc il faut qu'on vote notre budget, donc il faut avancer les décisions. Il y a aussi un timing orchestré par nos services, donc il faut le suivre plutôt que de se prendre les pieds dans le tapis à un moment donné. C'est aussi un atout pour les subventions du conseil régional et du conseil départemental, le fait de pouvoir dire on a d'ores et déjà l'accord. Un mois près. On aurait pu attendre. Non, il y a une orchestration. Vous savez, il y a un timing au niveau des différents organismes qui fait qu'on est un peu pris par le temps. Hein. C'est pas évident. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des remarques? D'autres remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Ducastel, Madame Lamotte, Monsieur Héléret, Monsieur Vidril, Madame Zec, Monsieur Bertrand Bruno, qui est pour adopter à la majorité. Je vous remercie. Note de synthèse numéro 7, projet de revitalisation du centre-ville. Signature du pass ruralogie entre le conseil départemental des Yvelines, l'immobilière 3F et la commune. Je donne la parole à Madame Niemi. Le conseil, dans le cadre du protocole habitat rural signé avec 3 opérateurs de logements locatifs sociaux, Logement Francilien, Immobilière 3F et Fréa, c'est un protocole qui a été signé en, j'ai plus le mois, je ne me souviens plus, on avait assisté à ce protocole avec Monsieur le maire en 2015. Le département des Yvelines apporte donc pour la période 2015-2017 une assistance technique aux communes rurales qui s'engagent dans la production d'une offre locative sociale adaptée à leur échelle. Outre cette assistance, le département soutient financièrement les opérations
notamment celles conçues dans le cadre mutualisé afin de rechercher des économies d'échelle pour leur réalisation et leur gestion. Cette démarche repose sur un partenariat avec les 3 opérateurs cités au-dessus, afin qu'ils constituent des acteurs privilégiés auprès des collectivités territoriales, programment en conséquence des opérations de logement de qualité et réalisent de petites opérations, le mot petit est important, économiquement équilibrées. L'animation de ce partenariat est confiée à l'Agence technique départementale d'aide aux communes rurales ingénierie. Alors effectivement, en 2015, quand on s'était rendu à la signature du protocole, on avait déjà notre projet du champ des pommiers et on s'imaginait que ce projet rentrait tout à fait dans ce contrat, dans ce protocole habitat. Et là, aux surprises, on nous a indiqué que notre programme était trop important. Et seules des opérations de moins de 20 logements étaient susceptibles de bénéficier du protocole rural logis. Donc là, aujourd'hui, le bailleur I3F avec qui nous travaillons sur le projet du champ des pommiers nous a recontactés en nous disant que nous étions susceptibles de bénéficier de ce protocole pour une opération plus petite de logements sociaux qui va être présentée ici. L'opération plus petite de logements sociaux, c'est dans le centre-ville, où là, on est sur une opération qui se rapproche des 20 logements susceptibles de bénéficier de l'aide du département. Voilà un petit peu l'historique depuis 2015 et puis aujourd'hui, I3F qui revient vers nous avec cette possibilité de signature du protocole. Donc ce dispositif, là je reprends, donc l'objet, ce dispositif s'adresse aux communes rurales souhaitant développer à leur échelle une offre de logement locatif social, qu'elle soit ou non contrainte par la loi SRU. Il constitue l'un des outils de la politique départementale du logement adoptée en 2015. Donc, il s'agit de projets souvent difficiles à réaliser sans aide publique, compte tenu de leur faible taille et de leur coût moyen de construction élevé, notamment lorsqu'il s'agit de réhabilitation du patrimoine ancien et d'une distance aussi à la petite rurale. Cette intervention du département se situe dans un objectif conjoint de maîtrise de l'étalement urbain. Le soutien départemental fait l'objet d'une convention qui s'appelle le PASS Ruralogie, qui vient préciser le montant de l'aide départementale, ses conditions de mise en œuvre et les engagements des signataires. Elle est définie à la suite d'un travail partenarial d'élaboration du programme de logements locatifs sociaux portant sur la localisation, la définition et la conception du projet. Il est signé donc par le PASS est donc signé par le conseil départemental, le bailleur, bénéficiaire de l'aide, et la commune concernée par le programme de logement. Aussi, il est rappelé que la commune de Saint-Arnaud-en-Yvelines, pôle d'appui du développement au titre du schéma départemental pour un aménagement et un développement équilibré des Yvelines, entre dans le secteur préférentiel d'intervention des bailleurs sociaux, retenu au titre du protocole d'habitat rural approuvé par le département le 19 juin 2015. Et là est détaillée l'opération du centre-ville. Donc une opération qui consiste en un programme global de 46 logements avec des commerces en pied d'immeuble. Donc là, on reprend un petit peu l'étude du cabinet Amar, avec au total 23 logements sociaux réalisés sur les 46. Le programme social comporte 16 logements au sein d'un immeuble collectif et 7 maisons individuelles, financées en PLUS pour 11 logements, PLAI pour 7 logements et PLS pour 5 logements. Donc on reprend à chaque fois les catégories qu'on retrouve à des prorata à peu près identiques à ce qu'on retrouve sur le champ des pommiers. Et propose la typologie suivante, donc 7T2, 9T3, 5T4 et 2T5. L'opération est réalisée par l'immobilière 3F. Le foncier de l'opération est porté par l'EPFIF dans le cadre d'une convention d'action foncière passée avec la commune. Cette opération de 23 logements situés en centre-bourg à proximité des transports en commun et principaux axes routiers répond aux objectifs du département en matière de volume de logements sociaux. Donc on est sur une petite opération. Les 23 logements, là, les PLS n'étant en principe pas financés, on se retrouve donc avec une opération de 23 moins 5, excusez-moi. Donc on est sur les 18 logements, donc on est en dessous des 20 logements qui permettent d'accéder à l'aide financière. Cette opération donc, répond aux objectifs du protocole habitat rural, de localisation centrale, de mutualisation des réalisations. Elle peut donc voir le jour grâce à la commune, la PFIF et l'État. Elle sera située par le département à hauteur de 180 000 euros. On est donc sur 10 000 euros, à peu près 10 000 euros par logement, ce qui représente 4% du coût de revient de l'opération. Il y avait une question qui avait été posée en commission finance.
Si le montant, le coût de revient de l'opération est supérieur à ce qu'il est estimé aujourd'hui, les 4%, on ne va pas rester à 4%. C'est plus les 10 000 euros par logement qui resteront fixes, et tant pis, le pourcentage diminuera, ça c'est clair. Le versement du passeur à loger est conditionné à la réalisation qualitative des deux opérations, logements sociaux et accession, donc les 46, aussi bien en termes de conception que de construction. L'association du conseil départemental aux phases opérationnelles du projet, information du calendrier de réalisation de chantier, invitation et une visite de chantier. Et puis ensuite sont définies, c'est un copier-coller de la convention, les modalités de versement de l'aide qui peut s'effectuer en deux temps. Alors bon, c'est peut-être pas la peine que je le dise. En cas de non-commencement des travaux dans l'année suivant la notification du PAS, une prorogation exceptionnelle d'1 an peut être accordée. Dans le cas contraire, la subvention, est caduque. Aussi, compte tenu de ce qui précède afin de bénéficier de ce financement, il est proposé au conseil municipal de solliciter la conclusion du PAS Ruralogie et d'approuver les termes de ce document. Donc la convention est jointe qui reprend tous les éléments, donc présentation de l'objet du programme, l'objet du PAS, la caractéristique du programme avec ses 23 logements locatifs sociaux, et puis les modalités, le montant du PAS Ruralogie et les modalités de paiement. Voilà, vous êtes prié d'en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions, M. Héderet? Une précision, oui. Dans le bilan financier prévisionnel, la commune n'apporte rien. Là, c'est le bilan de... Non, c'est le bilan de la commune. Non, absolument pas. Et où est passée la subvention que vous aviez annoncée au mois de novembre de 1,1 million? On va la dépenser tranquillement. Elle ne rentre pas dans non, pas du tout. Non. Ça, c'est le bilan de l'I3F. Dans ce programme-là. Non, elle n'était pas affectée au programme du centre-ville. Ah si. Si. Elle ne rentre pas dans pourra rentrer dans les travaux annexes, peut-être. Dans les travaux annexes ou sur les logements en acquisition. Ça peut être ces logements-là, parce que je suppose qu'ils n'ont pas encore complètement terminé le travail sur les prêts, là. Je ne sais pas où... Là, ils diront peut-être encore... Ça, c'est que le début pour demander sur le... Ils nous ont encore rien demandé, mais on aura sans doute... il y aura peut-être des demandes d'aide. Mais c'est bien sur le centre-ville. La prochaine étape, c'est la réflexion sur la démolition. On était en attente de la visite de la DRAC. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot là-dessus. Oui, on a accueilli monsieur Paul Triboulot, le travail à la DRAC, archéologue, qui a visité notre cave, qui a été ébahi devant la beauté de cette cave, qui nous a dit que depuis 10 ans qu'il était sur les Yvelines, c'était un des plus bels exemples, l'exemple le plus complet d'une cave qui était un témoignage de l'histoire viticole de Saint-Arnoux, avant le phylloxéra, etc. Donc il était absolument ébahi. Cette cave doit être préservée, y compris le souterrain, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il ne s'oppose en rien et ne fera aucune prescription quant aux destructions en surface. C'est à nous de faire les prescriptions et de choisir la bonne entreprise qui s'assurera que la cave est parfaitement préservée. Ensuite, il y aura des études photométriques. Quant aux fouilles, on s'attend à des choses, probablement à pas de fouilles, c'est-à-dire qu'ils ont suffisamment de connaissances déjà sur l'histoire, la sidérurgie, la poterie, parce qu'ils soupçonnent des choses comme cela. Des fouilles ne procureraient pas des connaissances supplémentaires intéressantes, mais ils veulent néanmoins un état des lieux, etc. Donc il y aura des études photométriques. Donc ça se présente plutôt bien. Néanmoins, elle doit être impérativement intégrée au projet. Pour une mise en valeur, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, nous, on n'a pas d'idée préconçue, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être en faire un restaurant, ça peut être en faire un musée, ça peut être... en tout cas, que les habitants de Saint-Arnoux sachent qu'il y a une cave, qu'ils puissent en profiter, qu'ils puissent la voir, qu'elle soit accessible. Avec peut-être des dérogations en termes d'accessibilité, etc. Mais voilà un petit peu ce qui s'est dit sur cette cave. Donc, ils ne nous mettront pas de bâton dans les roues sur notre projet, mais il faut qu'il se fasse autour de la cave. Au-dessus de la cave, en tout cas, mais aussi autour. Voilà, donc oui, effectivement, on n'oublie pas la subvention, on va l'utiliser tranquillement. Et donc dans le cadre... Non, mais vous avez raison. Et la subvention, elle sera importante, vu le coût quand même supplémentaire avec la cave, mais là, c'est la subvention, le PAS Ruralogie, il est indépendant de toute subvention qu'on puisse avoir par ailleurs. Donc c'est le bilan I3F, le bilan prévisionnel I3F,
Et puis c'est tout. Hein. Et tant mieux pour les subventions supplémentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Note de synthèse numéro 8. Convention de gestion des rétablissements de communication à conclure avec la société Cofiroute. Je donne la parole à Madame Niemi. Donc, la société Vinci nous a contacté au sujet de deux petits chemins ruraux. Enfin, ce sont des, comment on appelle ça, des superpositions de domanialité. C'est-à-dire qu'on a l'autoroute qui passe à deux endroits sur des chemins ruraux. Donc, on a en hauteur, enfin, au premier étage, ça appartient à Vinci, tout ce qui est en dessous nous appartient. Comme le disait M. Vitril en commission finance, c'est probablement quelque chose qui aurait dû être fait depuis bien longtemps, mais c'est un rattrapage de ce qui n'a pas été fait. Donc cette convention, hein, qui est un peu longue, mais en fait ne fait que définir les responsabilités de chacun. Donc on a Vinci qui explique qu'ils sont responsables, donc on a les dessins là à la fin, qu'ils sont responsables de l'ouvrage ici, et nous qui sommes responsables de ce qui passe en dessous, qui est un chemin rural, qui est aujourd'hui non entretenu, et qui continuera à ne pas être entretenu. C'était une des conditions de la signature de la convention, d'expliquer que nous n'entretenions pas et on continuera à le faire. Si jamais des travaux avaient lieu, que ce soit Vinci qui fasse des travaux ou nous, on s'engage à communiquer les travaux que l'on engage, et puis c'est tout. Et si le pont s'écroule, c'est leur responsabilité, c'est pas nous. Il faut espérer que personne ça dépend de leur idée, voilà. Non. C'est assez standard, j'espère, hein, et puis voilà. Donc, je ne vais pas la relire parce que... Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Rapport d'activité annuel 2016 du syndicat intercommunal pour le traitement et la revalorisation sous groupe des déchets. Je donne la parole à Madame Coincelin. Donc le CITREVA nous a remis son rapport annuel, son rapport pour l'année 2016. Le traitement des déchets est effectué à Warville sur l'unité de valorisation énergétique UVE, gérée en DSP par la société Vaille-Lauriel. En 2016, 125 881 tonnes, dont 78 948 en provenance du CITREVA, ont été traitées. Cela a permis de produire 63 683 millions de mégawattheures d'électricité. Le CITREVA est alimenté par plusieurs SICTOM, dont celui de la région de Rambouillet. En 2015, les volumes apportés ont baissé par rapport à 2014 et on constate une augmentation de 1,72% par rapport à 2015. Depuis 2013, les volumes apportés sont stables. Dans le détail, les évolutions des tonnages de déchets par rapport à 2015 sont les suivants. Ordures ménagères en baisse de 0,55%, les emballages en augmentation de 1,15%, les végétaux en augmentation de 16,99%, les verres en augmentation de 1,41% et les encombrants de 7,13%. Par ailleurs, via le réseau des déchetteries, les particuliers apportent des déchets. En 2016, les volumes déposés sur l'ensemble des 22 déchetteries du CITREVA ont augmenté par rapport à 2015. Avec 76 733 tonnes collectées en 2016, l'augmentation est de 1,86% par rapport à 2015. Depuis 2013, après une hausse constatée en 2014, les volumes apportés ont baissé pour augmenter jusqu'en 2016. Vous avez le détail donc des évolutions des tonnages. À noter que 90% des déchets traités par le CITREVA ont été valorisés en matière, 48%, ou énergie, 42%, et seulement 10% sont enfouis. Les finances du syndicat, le CITREVA, en fin d'exercice 2016, présente un résultat de fonctionnement excédentaire de 1 million d'euros, ce qui permet d'afficher une épargne nette aussi
à peu près 1 million d'euros. Cette situation est due à une rationalisation de ses besoins et une gestion contrôlée de ses ressources. Rapporté à sa population, le coût du Citreva est de 64 € par habitant en 2016. Ce coût est en augmentation depuis 2013, 60 € en 2013, 61 en 2014, 62 en 2015. La dette du syndicat est stable, 17 millions d'euros, tandis que l'épargne brute est en légère hausse. La capacité de désendettement du syndicat est ainsi à son meilleur niveau depuis plus de 10 ans, soit 4 ans. Le bilan d'activité 2016 dans son intégralité disponible au service environnement et vous a été transmis par courriel. Il vous est proposé de prendre acte de ce rapport. Il y a des questions? Pas de questions, pas de remarques? Par rapport aux... Il y a beaucoup de choses à dire. Qui sont enfouis, 10%. La localisation des lieux d'enfouissement. Ah, je ne sais pas du tout. Et la nature des choses enfouies. Voilà, c'est ce qui n'est pas brûlé ni transformé. C'est quoi? C'est des piles? C'est quoi? C'est du mercure? Non, parce que théoriquement... On n'a pas encore de piles. Alors, est-ce qu'il nous le précise dans le rapport? Je peux me renseigner. C'est ce qui est transformé entre autres en goudron, qui ne peut pas être... Parce qu'à la sortie de l'UVE de Valoriel, il y a tout ce qui a été brûlé et qui a été transformé en énergie, mais il y a une partie de goudron. Et le goudron, jusqu'à maintenant, a été valorisé et je pense qu'il ne l'est plus. Il y avait une petite structure juste à côté de l'usine de Valoriel qui traitait les déchets de combustion. On a arrêté de... Alors, quand je l'ai visité, il y avait le projet de la fermer. Parce que c'était pas... Vous pas du goudron, du goudron. Pas du... Oui, enfin du goudron. Oui. C'était des déchets de combustion. C'était une grappe avec les déchets de combustion. Et il avait été établi une formule de grave routière à utiliser en sous-couche. C'est ça qui ressemble un peu à du mâche-fer et les communes pouvaient bénéficier de ces matériaux à un prix très bas, quelques gratuitement. Ouais. Et ça permettait de faire la sous-couche des chaussées, la fondation, si vous voulez, de la chaussée. Voilà. C'est ça. C'était une grave routière. Il y a d'autres remarques, questions? Je prends acte de la présentation du rapport. C'est un vaste sujet, on aura l'occasion d'y revenir, mais là, c'est juste la présentation du rapport du Citreva. Délibération numéro 10, éclairage public, modification des conditions de mise en service et de coupure de l'éclairage public. Je donne la parole à Madame Nini. Le 7 juillet 2015, le conseil municipal a décidé de procéder à la coupure de l'éclairage public sur tout le territoire de la commune de 1h à 5h du lundi au vendredi et de 2h à 6h les samedis et dimanches, et ce à compter du 15 juillet 2015. Après la mise en place de ce dispositif, il a été constaté que les armoires d'éclairage public ne pouvaient être réglées sur différents horaires. Par conséquent, le dispositif d'éclairage ne peut s'appliquer que sur les horaires de 1h à 5h sur tous les jours de la semaine. Il est néanmoins précisé que l'éclairage public relève des pouvoirs de police du maire au titre de l'article L22122 du Code général des collectivités territoriales et qu'il dispose de la faculté de prendre des mesures de prévention, de suppression ou de limitation à ce titre. Il y a donc lieu de modifier l'arrêté de police détaillant les horaires et modalités de coupure d'éclairage. Il vous est donc proposé d'approuver le principe de la coupure de l'éclairage sur tout le territoire, de 1h à 5h, le territoire de la commune, de 1h à 5h sur tous les jours de la semaine et d'autoriser Monsieur le maire à modifier l'arrêté de police si référent. Vous êtes prié d'en délibérer.
Sachant qu'on ne modifie pas les horaires d'éclairage, parce que c'est déjà leurs horaires, ça modifie la décision qu'on avait prise en juillet 2015. 2016 2015, 15 juillet 2015, 2015, 7 juillet 2015. Oui, c'est ça, ça fait 2 ans. Oui. Ça fait 2 ans. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Note de synthèse numéro 11. Adhésion à la charte pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Je donne la parole à Madame Mimi. Je dis c'est sa fête, c'est ça. Oui, il y a pire comme présentation. Alors, en 2015, le label Ville et Village étoilé, la commune de Saint-Arnaud a obtenu le label Ville et Village étoilé. Alors, on a obtenu une étoile. C'est ça, une étoile. Via le concours organisé par l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, association de loi 1901 agréée nationalement pour la protection de l'environnement. En 2017, la commune concourt pour renouveler sa labellisation et ainsi confirmer sa lutte contre les nuisances lumineuses afin de promouvoir la qualité de l'environnement nocturne, de maîtriser les dépenses d'énergie et les frais de maintenance liés à l'éclairage, de protéger les espèces vivant la nuit et d'optimiser la lumière pour une meilleure qualité de vie et de vue aussi. Dans ce cadre, la commune souhaite confirmer sa démarche en signant la charte d'engagement pour la préservation du ciel et de l'environnement nocturne. Au travers de cette charte, la commune prendra en compte les enjeux pluriels et indissociables des nuisances et des pollutions lumineuses dans les documents d'urbanisme ou d'aménagement de la commune, s'engage à mettre en œuvre des programmes de réduction globale de la lumière émise, aura le souci constant de la mise en œuvre d'actions présentant les meilleures performances environnementales, s'engage à faire la promotion de la présente charte sur son territoire, à mener des actions de sensibilisation ou de découverte de l'environnement et du ciel nocturne. Compte tenu des orientations de la commune en la matière, il est donc proposé d'approuver les termes de cette charte et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Alors la charte, elle reprend un peu plus en détail. J'ai surligné les quelques éléments. Il y a des choses qu'on a déjà commencé, c'est un travail continu bien sûr. Donc l'article 1, on a les principes. Le principe, c'est la suppression et la limitation des nuisances lumineuses et notamment la quantité de lumière qui est émise vers le ciel, ce qu'on appelle les ULOR. La maîtrise de l'orientation de la lumière aussi, des choix de température de couleur, ça c'est très important, notamment pour tout ce qui est des MLA, dégénérescence maculaire, l'âge, etc. On sait qu'aujourd'hui les LED ont des impacts importants sur nos yeux. Donc il y a d'ailleurs des températures de couleur de plus en plus basses qui sont définies. Monsieur le maire disait qu'on était, nous, à 2700 quand on a fait notre marché, 2700 Kevin. Et aujourd'hui, c'est 2400. Donc déjà, les organismes de santé nous alertent sur le fait que déjà à 2007, c'est trop. Et les fabricants de LED nous disent pas toujours, nous disent à 3000, ça va. Plutôt au-dessus de 3000, c'est là où ça commence. 3000, ça va pour l'instant, mais il y a des magasins de bricolage, regardez, vous verrez 6000 Kelvin, c'est des lumières ultra blanches. J'ai les cheveux qui se dressent sur la tête quand on vend ça à des particuliers. Vous avez de l'ultraviolet là-dedans. Surtout pour les enfants. Regardez les températures de couleur, essayez de descendre au maximum à 3000 Kelvin. C'est vraiment... En tout cas, c'est la règle à Saint-Arnaud, que ce soit ces lampes LED ici, que ce soit des lampes de bureau à LED, que ce soit notre éclairage extérieur, il est tout devis où la température des couleurs est supérieure à 3000 Kelvin est refusé. Voilà. Depuis juillet 2015, c'est cette association qui nous a informés sur les risques, qui nous a permis d'avancer. Alors les usages qu'il faut favoriser, donc c'est l'extinction en milieu de nuit, notamment des éclairages des monuments, l'extinction partielle ou complète de l'éclairage en milieu de nuit, je peux répéter, non, c'est pas grave. Contribuer à la définition d'un cahier des charges aussi pour limiter l'éclairage dans les zones d'activité, qui sont la responsabilité des intercommunalités, mais rien n'empêche dans le cadre de nos discussions de favoriser, voilà. Maintenir la propreté des vaches, des choses qu'on fait déjà. Pour ne pas éblouir les usagers, réduire les lumières intrusives pour les habitants, limiter aussi l'attraction vers les lumières des espèces nocturnes. Seront bannis l'installation d'appareils produisant un faisceau, on n'en a pas sur le territoire. L'installation des spots encastrés, nous n'en avons plus, nous en avions. Et favoriser donc des performances environnementales meilleures, donc avec, lorsque l'on fait des marchés d'éclairage ou des réaménagements,
vient contrôler la hauteur des mâts, le nombre d'éclairages, favoriser la signalisation passive, type catadioptre, et choisir des lampes avec le meilleur rendement énergétique. Et enfin, se préoccuper aussi du recyclage et de ce qu'il advient des lampes LED lorsqu'elles tombent en panne, le moins possible, on espère, mais voilà. Ensuite, je pense que c'est à peu près tout. Promouvoir la charte sur le territoire. Et voilà l'essentiel sur cette charte. Donc vous êtes priés de bien vouloir en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Questions diverses. Donc nous avons une question écrite. Monsieur le maire, les clients des commerces de la rue ou de l'avenue Henri Griveaux et de la galerie marchande des Remparts s'inquiètent du devenir de ce secteur commercial. Pour ce secteur, nous répertorions 11 locaux commerciaux dont l'actuelle situation est 5 locaux commerciaux fermés, un local commercial faisant l'objet d'une procédure d'expulsion, un local à ouverture éphémère, un local appelé à fermer, une supérette et 2 commerces en activité. Chacun de ces 11 locaux commerciaux est lié à l'action municipale par l'aménagement prévu de la rue, avenue plutôt Henri Griveaux, d'une part, et par la gestion en tant que propriétaire de la galerie marchande, d'autre part. Monsieur le maire, pouvez-vous nous détailler les diverses actions actuelles et futures de la municipalité pour chacun de ces 11 locaux commerciaux? Je donne la parole à monsieur Jean-Michel Bruno. Donc, la réponse à M. Dubré, à sa question écrite, en vue du conseil municipal du 19 septembre. Le conseil municipal évoque l'inquiétude des clients usagers des commerces du centre-ville de Saint-Arnoult et tout particulièrement des 2 secteurs, centre des Remparts et de l'avenue Griveaux. En fait, l'intervenant rassemble dans une même question 2 secteurs spécifiques obéissant à des logiques en grande partie différentes de l'action municipale, comme le reconnaît l'auteur de la question d'ailleurs dans sa question in fine. D'un côté, pour l'avenue Griveaux, la politique connue de tous de la majorité municipale consiste à la requalification et à la densification du centre-ville, dont on attend une dynamisation du commerce local, une plus grande animation du quartier et une meilleure synergie entre le pôle commercial de la place du Général Leclerc et celui des Remparts. Sur le projet de centre-ville, il ne paraît pas utile de s'étendre et de revenir sur le contenu du projet confié à l'EPFIF, c'est ça, je ne sais pas comment on dit maintenant, l'EPFIF, qui comporte un volet logement, 46, des parkings en rez-de-chaussée et en rez-de-chaussée des commerces sur l'avenue Griveaux. Les discussions bilatérales ont eu lieu en leur temps et une procédure de demande au préfet de déclaration d'utilité publique, DUP, pour le secteur et le périmètre concernés, précisée et finalisée et sécurisée juridiquement par un cabinet spécialisé. Le dossier est à la préfecture, je pense qu'on attend le lancement de l'enquête publique qui aura lieu préalablement à la décision du préfet. Dans l'autre secteur, celui du centre des Remparts, la politique suivie est celle de la gestion la plus optimale possible des ressources que constituent ces surfaces commerciales à maîtrise communale, avec la limite de se tenir au niveau des tarifs pratiqués pour des surfaces similaires dans les villes voisines et en tenant compte de l'évolution du marché des surfaces commerciales. Il est peut-être bon de rappeler que depuis plus de 2 ans, la communauté de communes, comme c'est son rôle, puis la communauté d'agglomération maintenant, la carte, a fortiori, recense et met à disposition de l'ensemble des professionnels du secteur, publics spécialisés, agences, investisseurs, ou autres personnes qui vont accéder à son blog, enfin disons à son aspect vente, des commerces locaux vacants, donc l'ensemble des locaux commerciaux vacants sur l'aire de la communauté, de la carte. Saint-Arnoult, comme d'autres, ont mis en place évidemment ces fiches. Ainsi ont été mises à disposition des fiches types correspondant aux locaux vacants et les données essentielles sur ceux-ci. Parfois, des contacts et des propositions nous sont parvenus par ce canal ces dernières années, auxquels s'ajoutent ceux qui parviennent directement sur le site de la mairie ou
par l'accueil en mairie, des gens qui viennent souvent des marchés en mairie pour savoir, soit par des contacts divers. Exemple, de fiche type qui a été fait notamment pour l'ancien salon de coiffure du centre des Remparts, ou pour l'ancienne, je vais dire, carterie, serrurerie, non, c'est carterie, reproduction, etc., qui avait lieu, qui maintenant s'étend sur qui a été un temps transitoire pris par Super U pour faire effectivement la presse et l'informatique, etc., essayer des choses. Et puis, reproduction et services notamment y figurent. Dans ce second cas, c'est-à-dire pour le centre des Remparts, ces discussions étaient plus ou moins suivies de résultats, mais sans grand succès jusqu'alors. L'attractivité de cette galerie marchande est souvent questionnée et discutée à cette occasion par les candidats à la reprise de tel ou tel commerce. Toutefois, il ne faudrait pas non plus oublier les restrictions fortes qui existent sur les interventions des collectivités locales, en particulier des communes, en faveur des politiques économiques et en particulier à l'égard des activités commerciales qui pourraient être jugées, intervention des communes, comme discriminatoires ou inégalitaires au sein de la ville même, si vous voulez, d'un commerce à l'autre, ou trop concurrentiel par rapport à d'autres qui pourraient être proposés par d'autres communes. Et ceci qui pourraient être jugés comme des facilités indues octroyées discrétionnairement. Il en serait ainsi de laisser perdurer des impayés sur plusieurs années sans réaction, ce qui constituerait un exemple de facilité indue que seul un établissement bancaire est en droit d'octroyer, mais pas une collectivité publique. Comme une commune, ce n'est pas un organisme prêteur et non reconnu comme tel par les différents textes nationaux et communautaires relatifs aux compétences des collectivités territoriales, en particulier les lois de 82-83, sans monter à la loi Le Chapelier, que j'évoquais au début, 1988, 2004, la loi NOTRe du 7 août 2015 pour le national, sans oublier depuis le début des années 2000 un certain nombre de textes communautaires qui sont extrêmement précis, et notamment sur les attributions de facilités octroyées par des collectivités publiques de quelque rang que ce soit, cumulées les unes aux autres et qui ne doivent pas dépasser 100 000 € sur les 3 dernières années. Bon, ça c'est du détail, c'est ce qu'on appelle la règle des minimis qui est venue s'ajouter et qui maintenant est vérifiée systématiquement. Bon, je dis ça au passage. De fait, la loi a confié la compétence en premier rang aux régions. Ça a été confirmé progressivement au fur et à mesure des textes, depuis les années 82, à la région d'intervenir en faveur d'encouragement au développement économique par le soutien aux entreprises. Ça se fait soit par la prime régionale d'emploi, soit par la prime à la création d'emplois, soit par d'autres dispositifs qui sont des bonifications diverses et variées, notamment des avances ou des taux d'intérêt plus faibles sur des prêts à travers des sociétés de financement régionales. Bref, soutien aux entreprises, excusez-moi, voire aux entreprises en difficulté. Les entreprises en difficulté, la réglementation a aussi été restreinte de plus en plus. Voilà. Alors, qui peuvent être très exceptionnellement effectués par les communautés de communes, le plus souvent, maintenant, et c'est strictement, les entreprises en difficulté ne peuvent être aidées que par la région, voire le département. C'est-à-dire le département ne peut intervenir que si la région intervient, et il doit faire de façon coordonnée, conventionnée. Voilà, très exactement par les communes, on le peut dans le cadre de domaines précis prévus par les lois de compétences et sous réserve de conventions expresses avec la région. Voilà. C'est ce qui était prévu dans les textes de 82-83, qui malheureusement ont eu un certain nombre de dérives et auxquelles a mis fin plusieurs rapports de la Cour des comptes et le rapport de M. Mercier, sénateur, qui a fait un rapport très important, de presque 500 pages, sur les interventions dans les divers domaines des collectivités locales, et qui a amené un certain nombre de réformes, et notamment les lois que j'évoquais tout à l'heure de 2002, 2004, loi de proximité, loi d'intervention des communes, et ensuite la loi NOTRe. À cet égard, et en relation avec les dernières lois de compétences, c'est-à-dire la loi de 2015, les communautés d'agglomération se sont vues reconnaître la compétence de gérer et de développer les zones d'activité économique, artisanale et commerciale. La communauté, la carte, doit d'ailleurs élaborer un schéma de développement des activités commerciales. Il est aussi possible qu'il doit s'intégrer dans le cadre du SCOT, les deux doivent être liés.
Il lui est possible aux communautés, et à la carte en particulier, de mettre en place des politiques collectives et de soutien aux activités commerciales. Dans ces domaines, économique, artisanale, commerciale et touristique, ça c'est nouveau, c'est la loi NOTRe qui l'a apporté, la carte va engager une étude de proposition de périmètre et de modalités éventuelles de soutien, avec beaucoup de réserves qui s'expriment dans le cadre des commissions de la carte, c'est vrai, commission économique ou autre, parce qu'évidemment il y a des coûts derrière tout ça. La carte va engager une étude, donc je sais ce que je disais, sur le périmètre et soutien des activités qui pour l'instant figure au budget de la région, de la communauté d'agglomération pour 100 000 € et qui doit être engagée puisque la définition du cahier des charges a été arrêtée dans une commission spéciale de début juillet. Voilà des indications générales que je vais donner à tout conseiller, qui était possible d'avancer en réponse à la question. Vous conviendrez aisément qu'il est impossible et inapproprié, à mon sens, à moins que le maire veuille avancer dans ces domaines-là, d'étaler en séance des données individuelles relatives à chacun des commerces de centre-ville, ce qui serait contraire à deux principes essentiels dans ces domaines d'intervention économique, qui est celui de la liberté du commerce et d'industrie, ça veut dire de ne pas faire de l'ombre à quelconque en faveur qu'une collectivité territoriale ne fasse pas d'ombre à quelque commerce que ce soit, au bénéfice d'un autre. Deuxièmement, à l'égalité de tous devant la loi. Voilà. Je dis maintenant, c'est une réponse générale et on ne va pas engager. Il y a deux domaines particuliers, deux politiques différentes. Je vais les résumer. C'est d'une part, évidemment, l'intégration dans le cadre projet centre-ville. Et là, il y a des personnes beaucoup plus compétentes que moi pour évoquer ce thème-là. Le secteur commercial y est prévu. Je n'ai pas mémoire du nombre de mètres carrés qui sont prévus. Et par ailleurs, il y a effectivement une gestion la plus efficace possible. Malheureusement, dans un contexte qui n'est pas évident, avec, on le sait depuis quand même quelques années, des difficultés, et notamment qui sont dues aussi au développement des zones commerciales qui sont dans les communes périphériques, qu'on connaît bien les uns et les autres. Voilà. Merci Jean-Michel. Monsieur Vidril, oui. Ça serait bien de communiquer sur l'ensemble des Arnolfiens, par le biais de l'éclair peut-être, je ne sais pas. Mais à mon avis, il faudra être plus clair et plus concis. Je dis que ça serait bien de communiquer ça aux Arnolfiens, mais peut-être à travers l'éclair, mais peut-être aussi de manière plus claire, plus concise. Oui, mais enfin, rappeler les textes, c'est important aussi, on va prendre un peu de hauteur. Mais les Arnolfiens seraient très intéressés de savoir effectivement que de laisser des impayés perdurer pour une activité commerciale ou une autre, rapporté au nombre de foyers fiscaux, correspond à un certain nombre d'aides, et que lequel, sur la base duquel, effectivement, ceci enfreint les principes que j'ai évoqués tout à l'heure, et qu'un Arnolfien peut faire un recours à quelque titre que ce soit, et demander soit au sous-préfet, au préfet d'intervenir, voire devant les tribunaux administratifs. C'est la mesure ou la non-mesure qui est prise par la communauté. On est tout à fait d'accord sur ce principe. Simplement, les gens se posent des questions, ce serait bien qu'ils le sachent. Non, mais je comprends. Ils se posent des questions sur le local de l'ancien salon de coiffure qui habite depuis des années et qui se demandent pourquoi on n'a pas un commerce. Ils se posent des questions sur... Alors, c'est dans l'autre cas, il reste un salon de coiffure avenue Grévaux. Il va bien falloir qu'ils sortent avant de démolir. Il va falloir bien sûr, on stoppe le commerce et est-ce qu'il s'arrête définitivement? Mais c'est son choix, elle a toutes les cartes en main, contrairement à ce que j'entends par ici ou par là. Voilà, les discussions ont eu lieu, elle a toutes les cartes en main, et sa liberté de choix aussi, de préférer telle option que telle autre, avec l'aide de son avocat. Je veux dire, il n'y a aucune... Il n'y a pas de pression, elle fait son calcul mais tranquillement. Toutes les discussions nécessaires ont eu lieu et elle a toutes les cartes en main. Voilà. Madame Lamotte? Oui, vous parlez de concurrence par rapport au commerce de la ville, mais on a quand même la nette sensation, lorsqu'on autorise le magasin éphémère qui est tenu par des gens qui sont extérieurs pour la plupart à la commune, qu'il y a une concurrence par rapport au commerce de la ville. J'ai eu plusieurs réflexions à ce sujet. Finalement, c'est au détriment des commerces de la ville et
Et c'est tenu par des gens qui ne sont pas de Saint-Arnaud, pour la plupart. Vous trouvez, il y a beaucoup de bijoux et de vêtements, vous trouvez que c'est en concurrence avec les commerces? Moi, j'ai eu aucun commentaire. En général, j'évite les infos quand il y a des gens qui se plaignent. Il y a beaucoup de choses qui sont des bijoux, des vêtements, c'est typiquement des commerces que nous n'avons pas sur la commune. Enfin, je suis un petit peu surpris par la remarque. Moi, je veux bien, je l'entends, mais c'est la première fois d'abord qu'on me... Bah, moi, c'est la première fois, donc je suis un peu étonné. Lionel Horry. Moi, je voudrais juste savoir, là, on a parlé de la commission de l'aglo, là, qui va gérer un peu tout ce qui est commerce. Je voudrais savoir si c'est exactement les mêmes personnes qui vont gérer la zone du Bel Air. C'est qu'aujourd'hui, au niveau de Rambouillet, il y a des commerces qui sont en difficulté au centre-ville. On a laissé se développer une zone commerciale, comme on en voit partout. Donc j'espère que cette commission prendra plutôt en compte la sauvegarde des commerces de centre-ville, de ceux qui existent et de ceux qui pourront arriver dans nos différents villages, que plutôt de partir sur ce modèle économique, de créer des zones à l'extérieur des villes, qui ponctionnent les commerces des centres-villes. En ce moment, à Rambouillet, nombre de commerces sont en difficulté, vont fermer. Donc, je veux dire, si c'est ce modèle-là qu'on veut nous mettre en avant, je pense qu'il va falloir vraiment se battre dans la commission pour y répondre complètement. Pour l'instant, on n'a pas, on n'a pas de pression sur notre commune, il n'y a aucune pression là-dessus. Je parle de toutes les communes, je parle de la zone, je parle de Rambouillet, je parle de Fonchamp, Rambouillet, moi, à toutes les communes qui sont dans la zone. Carte fait en lien avec, j'imagine, la commune. J'espère, ça, c'est à eux de voir. Ce projet, c'est une catastrophe pour le centre-ville de Rambouillet. Voilà. Donc, repensons aussi un peu notre développement économique sur notre territoire. Mais le problème, c'est le champ qui est... Oui, le conseiller, c'est le champ qui est donné maintenant aux communes pour intervenir dans ce domaine-là, si vous voulez. Il a fallu déjà se bagarrer en commission de développement économique. Enfin, pendant 2 ans, je me suis bagarré avec l'ancien président, avec le vice-président chargé des finances, etc., pour qu'on fasse passer ce qu'une étude avait retenu comme la zone d'activité à requalifier en priorité, qui était celle, effectivement, des Courroyers et de la fosse aux chevaux, qui étaient les deux qui avaient été mises en avant par une étude multicritère qui avait été faite il y a 2 ans, qu'on voulait enterrer complètement. Et heureusement, elle est ressortie et portée à bout de bras, y compris avec des interventions au sein du conseil communautaire, pour dire qu'il fallait préserver. Effectivement, on a réussi à arracher quand même ces 300 000, parce que un ancien président de la carte évoquait le chiffre de 450 000 euros. C'est maintenant, c'est même pas 300 000 qu'a coûté les interventions réelles sur les deux zones d'activité, effectivement, concernant l'enrobé, concernant le trottoir, concernant la signalétique. Et voilà ce qui a été fait. Et maintenant, intervient les interventions, effectivement, de cartes sur l'ancienne zone d'activité comment ça s'appelle, pas Bel Air, mais la zone d'activité la grande zone d'activité de Bel Air la Forêt, de l'ancienne, ouais, je sais plus. Et puis la nouvelle qui s'appelle, je sais plus, il y a Bel Air et Bel Air la Forêt. C'est pas tout à fait la même. La nouvelle zone étant celle qui est hein, le Bressin. Le Bressin et les autres qui sont en grande partie sur Gazeran et qui étaient chiffrés au total à un montant qui faisait, dans les réserves initiales avec 4 étapes, qui faisait 93 hectares. On a réduit maintenant, puisque maintenant l'objectif et l'horizon n'est plus que je crois, 70 ou 60 hectares. Donc on s'est arrêté à la 3e phase. Et sur ces 3 premières phases, on n'est même pas 20, on est aux alentours de 20-22% de taux d'occupation de ces zones-là. Il est évident, quand je parlais effectivement des contraintes que les communes voisines pourraient avoir, on est tout à fait dans ce domaine-là. Heureusement, dans le cadre du SCOT, il a été proposé, Jean-Claude Dusson, Joël Némy, a été proposé de maintenir 8 hectares de zones d'activité commerciale dans le SCOT, qui sont effectivement retenus dans le cadre de la fosse aux chevaux, zone numéro 2, celle qui se développe à partir de la rue London. C'est pas pour des commerces. Hein. C'est pas il y avait Jean-Luc Calizon qui avait levé la main. Je rebondis sur la remarque que tu as faite tout à l'heure au sujet de l'interdiction, ou du moins le fait d'étaler une dette trop importante et une facilité trop importante vis-à-vis d'un commerçant, et que
ça introduit aussi une concurrence déloyale vis-à-vis des banques, et la même chose au niveau des entreprises, parce que moi-même, j'ai vécu ça. Il y avait des salariés de mon entreprise qui étaient potentiellement expulsés parce qu'il n'arrivait plus du tout à payer son loyer. Donc moi, je lui avais accordé une avance relativement importante, établie sur 12 mois, sans intérêt, et j'étais retoqué parce que je faisais une concurrence déloyale vis-à-vis des banques, et j'étais obligé de mettre des intérêts. Non, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est est-ce qu'une commune peut gérer des magasins? Est-ce que c'est le but d'une commune de gérer des magasins? Je ne pense pas. Nous, on a été embêtés avant. Dans les villages, mais autrement... Oui, mais c'est pas, on n'est pas fait pour gérer des magasins. Je pense des locaux commerciaux. Il faut le dire, nous, on s'est planté avec le coiffeur, ou c'est avec le pressing, mais on n'est pas fait pour gérer des... Non, mais il faut être vigilant quand même. Non, mais je veux dire que... Non, je veux dire, il n'y a rien. Non, le loyer est le même qu'avant. Il n'y a pas de changement de loyer, rien. Les conditions n'ont pas changé. On a eu des problèmes avec les locataires. C'est la vie. Enfin, les entreprises vivent, naissent, meurent. Je pense que c'est pas notre rôle de gérer des magasins. On n'est pas organisé pour, ça c'est clair. Voilà. On dépend de l'État pour le recouvrement. Enfin, c'est catastrophique. Là. On ne voit rien. On n'est absolument pas équipé pour ça. C'est pas notre rôle. Non. C'est très compliqué, c'est pas normal. C'est pas normal. 4 années de... Non. Attends, Ça dépend de l'État. Oui, Alice, s'il vous plaît. Quand même, il y a des communes qui se désertifient un peu et parfois des municipalités qui ont envie d'insuffler un peu de vie en aidant certains commerces. On est sur des cas particuliers dans des villages, voilà. Oui, je crois que c'est dans les exceptions. C'est pas les mêmes lois. Jusqu'au début des années 2000, il y a eu beaucoup d'interventions. C'est justement parce que la loi Le Chapelier, qui était la priorité, la liberté du commerce, etc., pas de concurrence déloyale, pas d'assistance des collectivités publiques au secteur privé, donc c'est très bien. Néanmoins, il s'est développé effectivement cette pratique, si vous voulez, d'aide au secteur commercial en milieu rural. En particulier, il y avait une aide qui s'appelait à l'époque une aide au dernier commerce. L'aide au dernier commerce a été retenue pour des communes de moins de 2000 habitants. Les lois de décentralisation de 82 ont autorisé jusqu'à des interventions en milieu rural, mais toujours dans le cadre d'une aide qui est régionale, qui est cadrée par la région. Donc il fallait déterminer avec la région les secteurs prioritaires, etc. Bon, bref, tout ça a été supprimé progressivement parce que ça donnait des possibilités éventuelles d'aller... Ce qu'il faut surtout préserver, c'est les finances de la commune. Comme le disait M. Villaret, il est évident que la commune ne peut pas se permettre ni de faire des avances, ni de faire des bonifications d'intérêt ou autre, si vous voulez, ce que peut faire la région, dans un cadre éventuellement en passant via un organisme type Sofaris, enfin qu'on a dans la région Rhône-Alpes, c'est-à-dire des sociétés de financement régionales, qui apportent des cautions, qui apportent des financements, qui sont elles-mêmes adossées à des sociétés de financement, d'assurance, de garantie. Sinon, les seules autorisations qui ont été faites, c'est la possibilité d'une commune de prendre des participations dans des sociétés d'économie mixte locales. Bon, ça a été fait, ça continue d'être fait, autorisé selon des règles particulières, mais il y a aussi un moment où ces SEM, ces sociétés d'économie mixte, souvent d'aménagement, touristiques ou autres, des fois, ont des activités commerciales qui périclitent et qui après doivent refaire plusieurs fois appel à la commune. Quand ce n'est pas des aéroports locaux, comme ça a été le cas à une époque, et auquel cas, petit à petit, la commune s'englue dans des endettements qui ne sont pas de son fait, et ça pose beaucoup un problème. Alors ça a été remonté après au niveau des communes, des communautés de communes, des collectivités, en particulier pour les aéroports dits locaux. Bon, bref, pas rentrer là-dedans parce que ça nécessiterait de rentrer dans le détail. Tu voulais dire autre chose, Alice, ou c'était sur ce... Non, mais non, ça ne se fait plus, sauf ça a été autorisé pour maintenir des cinémas à vocation particulière, des activités cinématographiques dans certains secteurs ruraux, etc., ou pour les activités soins, lorsque effectivement le besoin en fait sentir, sur la base quand même d'un certain nombre
contre-fou, qui sont quand même, les études sont faites par l'Agence régionale de santé, mission régionale de santé, auquel est associée l'assurance maladie. C'est dans le cadre du projet qu'on a, où là, il y a des possibilités d'intervention spécifiques, non pas des communes, mais des régions, des départements notamment. Jean-Luc. Je viens de parler d'aéroport, donc je vais profiter pour signaler une information relative au vote qu'on avait fait il y a quelque temps là, pour l'adhésion à Bruparif. Donc je me suis mis en relation avec le technicien la semaine dernière, donc il va venir installer le système qui permet de faire la surveillance en continu, donc des survols des avions au-dessus de la commune de Saint-Arnoux. Donc le système va être installé au moins sur 1 an. Et comme il faut une alimentation et il faut un coin tranquille, donc il va être installé chez moi. Là où c'était proposé. Et c'est un endroit où il n'y a pas de bruit parasite, c'est ça? Il faut une alimentation basse tension, donc avec un câble. Donc on va faire un test pendant 1 an. Et pendant 1 an, donc on pourra aller, on communiquera par la suite, je pense. Sur le site de Bruparif, on peut suivre en temps réel le survol des avions, savoir quel est le niveau de bruit induit par ce survol, quelle est la définition. Et on aura cette borne aussi, on pourra la suivre sur le site de Bruparif, ce sera très certainement indiqué commune de Saint-Arnoux, la borne. Donc quand on va sur ce site, on pourra voir en temps réel. Si par exemple quelqu'un entend un avion qui survole la commune, il peut aller voir et vérifier, même après a posteriori, revenir en arrière, et puis regarder quel est le survol, enfin quel est l'avion concerné. C'est que les avions? Pardon? Ce sont que les avions ou c'est tout? Les hélicoptères, les petits... Non, mais oui, normalement c'est tous les objets volants. Même les petits loisirs aussi, là, les petits engins, ULM, etc. Après, oui, normalement c'est des niveaux de bruit qui sont mesurés, donc si c'est suffisamment bruyant... les montgolfières, ça... Il est mesuré. Après, ça peut être un avion de tourisme, ça peut être un avion de ligne. Voilà, donc ça devrait être fait d'ici 1 semaine ou 2 grand maximum. D'accord. Après, on communiquera pour que les gens puissent... Les deux, pour passer dans les clairs aussi. D'accord. Ok. Écoutez, merci beaucoup et puis à bientôt. La séance du conseil